Alors aujourd'hui, nous avons prévu de parler d'un sujet qui est à la fois un sujet assez, peut-être qui peut vous sembler un peu étrange, hein, les femmes préhistoriques, mais que je vais essayer d'élargir à une question plus large qui, je crois, n'est pas traitée dans le cours du séminaire et qui me semble important d'aborder pour une approche d'anthropologie générale. Sur l'anthropologie, c'est la science de l'homme, mais c'est aussi la science de la femme et de la différence des sexes. Et il me semble que la question du genre, dont on parle souvent aujourd'hui, sans toujours en parler dans des termes très construits, très cultivés, parfois de façon polémique, mais sans qu'on sache très bien contre quoi on se bat. Donc il me semble que la question du genre méritait d'être abordée dans ce séminaire. Alors pour ma part, c'est un peu une actualité parce que je viens de publier un livre qui s'intitule Femmes de la préhistoire. Vous pouvez le voir, il vient de sortir, il est sorti en octobre. Et en fait, ce livre est le deuxième que je publie sur le sujet. Le premier est paru en 2003 chez Belin Hercher. Celui-ci est paru chez Belin. Hercher, c'est un éditeur d'art, ce qui implique que le livre était un livre très beau, avec une très belle iconographie. Et pour vous expliquer un peu la différence entre les deux livres, puisque j'ai l'occasion de le faire, je vous dirais que le premier livre était vraiment un livre d'historienne des sciences que je suis. Je suis quelqu'un qui travaille sur l'histoire des idées, l'histoire des représentations, et en particulier pour tout ce qui touche aux sciences de l'évolution, aux sciences de la préhistoire, à la paléontologie, à tout ce qui tourne autour du passé préhistorique et sa reconstitution. Donc ce premier livre était un livre un peu critique d'histoire des idées et une espèce de tentative pour mettre à plat tout ce qui avait été dit sur la femme préhistorique jusqu'au moment où j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire en 2003, et en essayant de montrer quels sont les préjugés, les idées reçues, les choses pas toujours bien élaborées ni bien critiquées, qui avaient présidé à ces discours, à ces images, à ces constructions, hors des sciences, mais aussi dans les sciences. Donc c'était un travail plutôt d'histoire des sciences. Et dans ce deuxième livre, je me suis un peu aventurée au-delà de mon rôle habituel d'historienne des sciences, de philosophe des sciences, et je me suis risquée à essayer de faire un peu le tri, de façon un peu plus positive, dans ce qui avait été dit plus récemment et ce qui avait été construit scientifiquement sur cette question du genre et de la femme dans la préhistoire. Et donc c'est un livre un petit peu plus risqué où je parle de construction contemporaine et j'essaye un peu de faire un bilan de ce qu'on peut dire, tout en restant assez prudente dans ses conclusions, parce que, comme vous imaginez sans doute, ce sont des sujets sur lesquels, pour des raisons constitutives même de la preuve dans ces disciplines, il est impossible d'être totalement affirmatif sur la plupart des points. Voilà. Donc, voilà, il y a une espèce de continuité entre les deux livres. Et en fait, je ne vais pas vous raconter mes livres. Voilà, je vais vous faire passer ce bouquin, vous allez voir ce qu'il y a un peu dedans. Mais je vais essayer là de parler un peu plus en retrait sur une autre question qui m'importe beaucoup, puisque j'ai aussi écrit beaucoup sur ce thème, sur cette question, c'est celle de la preuve. Puisque je vous explique qu'il n'est pas facile de conclure dans ces disciplines de la préhistoire, et vous avez vu plusieurs exposés récemment, un exposé sur l'art préhistorique et un autre sur l'ethno-archéologie, qui vous ont bien montré la difficulté de prouver dans les disciplines de la préhistoire. Et donc, il me semble qu'il est intéressant aujourd'hui de revenir sur cette difficulté et sur ce que c'est qu'une preuve et sur comment on peut avancer des preuves ou au contraire on peut hésiter à les construire et à les affirmer. Donc une partie de mon exposé sera plutôt orientée sur cette question-là. Hein, comment peut-on prouver, comment peut-on construire un savoir sur ces thèmes. Et puis si j'ai le temps, je donnerai quelques aperçus de construction possible, de réflexion possible autour de ces questions. Voilà. Donc,
pour ne pas faire double emploi, en quelque sorte, avec ce que j'ai écrit par ailleurs. Et voilà, donc je vous fais passer ce livre. Donc, aborder la question du genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on vous parle de théorie du genre, on vous parle de gender studies. C'est un concept qui est né plutôt aux États-Unis. Pourquoi parle-t-on de genre et pas de sexe? Eh bien, donc, le genre désigne la construction sociale de la différence sexuelle. Et en cela, cette notion veut se distinguer de simplement la notion de sexe, le sexe féminin, le sexe masculin, qui sont des concepts biologiques, qu'on peut déterminer sur le corps des individus, des animaux, des hommes et des femmes, en pointant un certain nombre de traits anatomiques et physiologiques qui les constituent. Or, parler de genre, c'est aller au-delà de cette différence-là et ailleurs. C'est-à-dire, c'est parler non pas de l'anatomie et de la physiologie du sexe, mais de la manière dont les sociétés construisent la différence des sexes. Et si vous voulez, le présupposé de cela est qu'il n'y a pas un invariant du rôle des femmes et du rôle des hommes, il n'y a pas un éternel féminin, comme on dit, et un éternel masculin, il n'y a pas une nature féminine et une nature masculine qui serait là de toute éternité, mais chaque société construit la différence des sexes, la hiérarchie des sexes, qui se traduisent dans les formes de la famille, dans la division du travail, dans les rapports de production, dans les systèmes symboliques qui sont propres à chaque groupe social. Et même si vous pensez à quelque chose de très physiologique, comme la reproduction, le fait de faire des enfants, qui d'ailleurs n'est pas uniquement le fait des femmes, c'est une chose qui est partagée entre les hommes et les femmes, eh bien, aussi bien la pensée de la reproduction, les idées sur ce que c'est que faire un enfant, par exemple, physiologiquement même, que les pratiques relatives au fait d'avoir des enfants, à les élever, etc., sont des choses qui ne sont pas universellement uniformes. Ce sont des choses qui ont, dans chaque culture, une façon de faire, une façon d'être, une façon de penser différente. Donc des choses qui semblent parfaitement homogènes d'un point de vue physiologique doivent être pensées comme étant construites au sein de chaque groupe social. Et effectivement, ce concept de genre a été adopté dans les sciences sociales, venu des États-Unis, mais il a été pas mal importé en France. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, en anthropologie, en histoire, en sociologie. En histoire, par exemple, vous avez peut-être eu accès à la fameuse Histoire des femmes, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, qui était, dans les années 90, une sorte vraiment d'événement qui a donné justement à cette question du genre, cette question de la différence des hommes et des femmes au cours de l'histoire. Alors, il ne parlait pas de la préhistoire, il commençait à la Grèce antique. Comment il y a une histoire des femmes et il y a une histoire des relations entre les hommes et les femmes. Et la sociologie du genre est une discipline qui se développe beaucoup aujourd'hui. Comment, dans la société, la place des hommes et des femmes est définie différentiellement et comment on peut penser cette différence dans plusieurs sociétés contemporaines. Et de même en anthropologie, et c'est peut-être de là que la notion est partie, il faut aussi penser que dans chaque société, les sociétés non européennes comme les sociétés européennes, eh bien, il y a une certaine façon de construire la différence sexuelle. Quelqu'un comme Margaret Mead, dont vous avez certainement entendu parler, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'anthropologie, a été extrêmement importante pour ouvrir cette question. Alors, elle avait l'idée, elle, en étudiant les sociétés océaniennes où elle était allée sur le terrain, elle avait l'idée que c'est l'éducation qui forge, en quelque sorte, la personnalité masculine ou féminine des enfants. Et elle a construit toute son œuvre là-dessus. Alors, et je pense qu'elle a été extrêmement... elle a eu une très grande influence, en particulier sur Simone de Beauvoir. La phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », elle est pratiquement importée de Margaret Mead. C'est à travers l'éducation, c'est à travers la manière dont on est perçu dans la société
qu'on devient homme ou femme socialement, si vous voulez. Et de même, Françoise Héritier doit certainement beaucoup à Margaret Mead. Elle est allée plus loin, elle a élaboré d'autres concepts, mais je pense qu'il y a une lignée très claire. Alors aujourd'hui, on est un peu revenu sur les idées de Mead. Les anthropologues ont critiqué certaines de ces idées un petit peu angéliques, qui pensaient que dans certaines sociétés océaniennes, il n'y avait pas de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on pense que peut-être qu'elle est allée un peu loin dans cette idée et que cette hiérarchie, elle existe dans toutes les sociétés humaines. Bien. Donc vous voyez qu'il y a toute une tradition, toute une histoire, toute une lecture de cette différence des sexes depuis des décennies. Et donc cette question du genre, elle a été en quelque sorte élaborée un peu plus précisément pour donc poser que les qualités attribuées aux hommes et aux femmes sont variables suivant les contextes culturels, historiques, sociaux, etc. Et donc ces rapports de genre constituent une dimension centrale de toute société, y compris les sociétés préhistoriques. Et là, je tiens à insister sur ce point, justement parce qu'on a tendance à considérer que les sociétés préhistoriques, enfin on a vaguement l'idée que les sociétés préhistoriques, c'est la nature, c'est la sauvagerie, c'est le non-social. Et il me semble qu'il faut absolument revoir ce concept et penser, il y a de bonnes raisons pour le faire, que les sociétés préhistoriques sont toujours déjà des sociétés. Elles ne sont jamais la nature. À partir du moment où on a affaire à des hommes, et peut-être même au genre, homo, et peut-être même la famille humaine, alors là, il y a des discussions qui peuvent surgir sur le niveau auquel on peut arriver, on peut arrêter cette idée, mais il me semble que le propre de l'homme, si je puis dire, c'est le pouvoir des règles, c'est le pouvoir de normer, en particulier les relations de parenté, les relations sociales, et cet ensemble de règles qui constituent l'humanité à sa base, comme nous dit par exemple Lévi-Strauss. On explique que toutes les sociétés ont des règles de parenté. Dans le monde entier, il n'y a pas une société qui n'a pas établi des concepts parfois très sophistiqués sur la manière dont on doit gérer les rapports de parenté et dont on doit se marier, ne pas se marier avec telle ou telle personne parce qu'elle est plus ou moins de votre famille, etc. Et donc, toute société humaine, y compris les sociétés de la préhistoire, gère ces relations de parenté. Il me semble que c'est extrêmement important de penser qu'on n'est pas dans l'originel avec la préhistoire, on n'est pas dans l'origine, même si on peut penser qu'il y a une origine de l'homme, mais ce concept d'origine est un concept extrêmement compliqué à penser et même qu'il vaut mieux éviter d'utiliser scientifiquement. Il n'y a pas de science de l'origine. Parce que l'origine, c'est le mythe. L'origine, c'est la création, c'est une espèce de début un petit peu mystérieux. Il y a des hommes préhistoriques dont il faut penser l'évolution. Quant à l'origine, même les classifications biologiques évitent aujourd'hui de désigner l'origine parce qu'elle est introuvable. Et elle est difficile à trouver. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est très difficile à penser. Donc il serait vain de rechercher dans la préhistoire la femme ou l'éternel féminin aux origines de l'humanité. Voilà. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument poser d'entrée pour réfléchir à cette question de la femme préhistorique, des femmes préhistoriques et de la question du genre dans la préhistoire. Donc les structures sociales en rapport avec la différence des sexes, pour résumer ce que je disais tout à l'heure, ne doivent pas être pensées comme étant immuables pendant toute la durée des temps préhistoriques et actuels, mais au contraire, elles doivent être pensées comme dépendantes de contextes biologiques, c'est-à-dire en fonction des différentes formes d'hominidés auxquelles on a affaire, contextes environnementaux, contextes culturels, contextes sociaux. Et donc, il faut penser la multiplicité de ces rapports entre les sexes, la multiplicité des statuts possibles des femmes, plutôt qu'un invariant,
une absolue nature de la femme. Alors, donc ça, c'était un premier point donc qui rend difficile la pensée du genre en préhistoire. Alors, je vais énoncer comme ça un certain nombre d'autres points qui marquent cette difficulté. Et l'allégation des préhistoriens pendant longtemps, qui a été, elles sont invisibles. On ne peut pas parler des femmes parce qu'elles sont invisibles. On ne peut pas parler de la différence des sexes parce qu'elle n'est pas repérable. Elle n'est pas repérable ou très peu sur les fossiles. Très difficile d'identifier un squelette féminin d'un squelette masculin, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Elle n'est pas repérable sur les objets que le préhistorien ramasse. Un caillou, c'est un caillou. Il ne dit pas si c'est une femme qui l'a fabriqué ou si c'est un homme qui l'a fabriqué. Il ne dit pas si c'est une femme qui l'a utilisé ou un homme. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à classer les os, à classer les cailloux, à les décrire, à les mettre dans des petits graphiques pour bien indiquer leurs proportions, leurs formes, etc. Mais jamais, au grand jamais, essayer de les attribuer à un sexe ou à un autre. Et ça, c'est un petit peu à la fois la qualité, mais aussi le travers de la préhistoire française, qui est extrêmement positive et positiviste, si je puis dire, et qui est extrêmement méfiante vis-à-vis des systèmes d'interprétation qui sont donnés comme idéologiques, comme partisans, etc. Et c'est pour ça qu'en France, on s'est très peu attaché à cette question-là. On s'est beaucoup plus attaché à décrire et à classer les outils qu'à se demander qui les avait utilisés, qui les avait faits. Bien. Et donc les femmes, malgré tout, une hypothèse pas très hardie, consiste à dire qu'elles existaient et qu'elles étaient au moins aussi nombreuses que les hommes. Sinon, la société ne se serait pas perpétuée, les sociétés préhistoriques ne se seraient pas perpétuées et jusqu'à nous. Alors, malgré tout, malgré cette constatation de bon sens, on a juste très récemment rarement cherché à identifier les femmes et interroger leur rôle. Et quelle est la conséquence de cela ? La conséquence, c'est que finalement, quand on se met à parler des femmes dans la préhistoire, eh bien, on en parle non sur la base de réflexions élaborées, scientifiques, mais sur la base de fictions, de préjugés, d'idées reçues. Et donc, ces idées reçues, elles ont longtemps régné, sans le dire, sur les discours, les élaborations scientifiques, mais aussi dans le public, dans les représentations plus ou moins vulgarisées de la préhistoire. Et il faut bien voir que ces représentations qui étaient données, je vais vous en donner quelques exemples iconographiques si vous voulez, elles ont été longtemps influencées d'une part par des cadres déjà prêts dans l'esprit des gens. Et vous savez que même les scientifiques sont parfois influencés par des idées qu'ils ont dans la tête, surtout dans des sciences aussi difficiles que celle de la préhistoire, où on a très peu d'éléments. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la preuve et de la reconstitution, et où il faut absolument inventer des choses. Et il y a forcément de la fiction qui se loge dans le discours même des préhistoriens. Et donc, ce qui se loge dans ce discours, ça peut être des idées religieuses. Les cadres de la tradition judéo-chrétienne, l'image d'Ève, la mère, la première femme. Et on va voir revenir Ève, par exemple, même en biologie moléculaire, quand on a défini donc l'origine des différentes populations humaines, on a, par jeu, mais aussi de façon qui a été parfois prise au sérieux, on a parlé de l'Ève mitochondriale ou de l'Ève africaine. Donc ce mot d'Ève, il est revenu, et il revient parfois dans le discours même contemporain. Ou alors Marie, la mère, etc. Alors un autre cadre qui a aussi beaucoup influencé la vision des femmes pour les préhistoriens, ça a été l'idéologie victorienne, puisque la préhistoire est une science victorienne à ses débuts, 1860, toute la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, a produit toutes sortes d'images de la femme préhistorique qui n'étaient pas des images tellement pensées, tellement élaborées, mais qui traduisaient en quelque sorte une vision classique de la femme de cette époque. Donc la femme au foyer, avec les enfants, et puis avec le mari qui était évidemment celui qui la domine, ou le père, donc dépendante en quelque sorte de l'homme. Alors un autre élément qui a souvent, et qui jusqu'à présent surgit dans la vision des femmes, c'est l'érotisme.
Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a ce fantasme de l'origine, du sauvage, de tout ce tout ce qui surgit comme pulsion. Et la psychanalyse naît aussi à la fin du XIXe siècle, et elle dit ces choses-là. Et donc, très souvent, on voit dans l'iconographie de la préhistoire, je vous en montrerai quelques fois tout à l'heure, des images un peu érotiques, la femme dépoitraillée, violée, etc., qui traduisent un peu ces fantasmes victoriens, qui sont peut-être d'ailleurs, comment dire, enfin pas l'équivalent, mais le symétrique de toute la retenue victorienne à l'égard des femmes. Alors voici par exemple une image. Louis Figuier, 1870, donc on est tout à fait au début de la préhistoire française, mais on a déjà élaboré un certain nombre de cadres conceptuels. Hein. On a déjà classé les industries. Mortillet a déjà fait l'histoire des industries préhistoriques. On a déjà trouvé quelques fossiles humains, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, etc. Et voilà ce qu'on montre. Pour les Homo sapiens, donc, on voit une dame assise, hein, plus ou moins dépoitraillée, vous voyez, elle a le sein à l'air, plus ou moins décorée d'une espèce de collier, le regard un peu vide, et à côté d'elle, un homme debout, portant une arme, portant un instrument, c'est important, elle ne porte rien du tout, et debout, portant même deux armes, il en a deux, il en a une dans une main et l'autre, une espèce de massue dans l'autre, et regardant vers le lointain. La femme, elle a le regard perdu, ou elle regarde vers le bas, et l'homme, il regarde vers le haut, il regarde vers le ciel et vers l'avenir. Voilà. Donc c'est un peu cette image-là, hein, du couple, la femme un peu vers le bas et l'homme vers le haut. Hein, la femme attachée à la terre, la femme érotique, la femme déshabillée, et puis l'homme, lui, portant les instruments du progrès humain. Hein. Et voici, alors évidemment, c'est des choses qu'il faut remettre dans leur contexte et qui ne sont pas du tout, même pas réalistes dans l'imagination que nous avons de la préhistoire. Bon, l'homme chasseur, c'est l'homme qui chasse, hein. C'est l'homme qui est artiste. Alors si vous voyez la légende, on ne voit pas bien, mais ici il y a marqué les Raphaël, les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange au temps préhistorique. Hein. Et donc vous voyez ici un homme qui grave, un homme qui sculpte et un homme qui peint. Non, deux hommes qui sculptent et un homme qui grave. Il n'y avait pas encore de peinture à l'époque, on n'avait pas encore reconnu la peinture paléolithique rupestre. Mais donc l'homme artiste, l'homme c'est celui qui fait l'art, c'est celui qui chasse. Et la femme, elle est où? Elle est dans la caverne avec les enfants. Alors c'est à peu près la même image, sauf qu'ils ne sont pas habillés tout à fait pareil, parce qu'on avait changé l'idée du climat entre les différentes éditions du même livre. Mais bon, là vous voyez la femme avec l'enfant. Ici elle en a même plusieurs qui sont accrochés à sa mamelle, trois enfants, hein, dont un bébé. L'homme toujours debout regardant au loin, ou ici il est même carrément au loin, hein, il est même au fond, là il est parti quelque part, on ne sait pas trop. Et elle est là au foyer, la femme au foyer. Elle est près du feu. Et donc, vous voyez, et elle regarde vers le bas. Dans les deux images, la femme regarde vers le bas. Et ça, c'est très important. Et même quelqu'un comme Bataille, qui est quand même quelqu'un d'assez éclairé, il disait, la femme, c'est la terre, hein, c'est la femme qui reproduit. Et même, d'ailleurs, Simone de Beauvoir dit ça au début du deuxième siècle. La femme, c'est celle qui est attachée à la reproduction, à la répétition, à la terre. Elle n'est pas créative. Et l'homme, lui, c'est celui qui crée, c'est celui qui part, c'est celui qui regarde vers les lointains. Donc, vous voyez, toute cette iconographie, il faut la lire comme traduisant vraiment une idéologie qui ne se dit pas dans les textes scientifiques, parce que qu'est-ce qu'ils donnent les textes scientifiques? Ils donnent des descriptions de cailloux. Bon, ils disent jamais ça c'est une femme, ça c'est un homme, mais c'est seulement dans l'iconographie qu'il y a ce deuxième discours, au fond, sur ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme à l'époque préhistorique, et qui traduit parfaitement les cadres de pensée de tout un chacun à l'époque. Alors je vous ai parlé d'érotisme, alors voilà, ça c'est un roman de Rosny Aîné, c'est le grand romancier, donc voilà, des femmes, vous voyez, elle est elle-même encerclée dans des espèces de cordes, c'est un petit peu, c'est encore plus érotique, hein, et elle est embrassée, c'est le premier baiser. Alors il y a de longs développements sur le premier baiser de l'histoire, de la préhistoire.
chez Rosny. Et puis cette fameuse image qui traîne un peu partout, hein, jusqu'à nos jours, alors qui a parfois été caricaturée de façon amusante, chez Buster Keaton par exemple, mais enfin qui est celle de la femme violée, arrachée, violée par l'homme et traînée par les cheveux au fond de la caverne. Hein. Et je crois que le commentaire de cette gravure de Rosny Aîné, qui s'appelle, dans un livre qui s'appelle Les Origines, c'est quand un homme croisait une femme, la malheureuse était violée sur place, voilà, était fécondée sur place, voilà, il dit ça. Donc sur le champ, ou des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment la sauvagerie des origines qui se traduit comme ça. Il n'y a pas de normes de parenté, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de société, c'est la nature animale en quelque sorte qui se traduit de cette façon. Bon. Et vous voyez, c'est vraiment des constructions pas du tout pensées, pas du tout élaborées, mais qui sont présentes. Et qui sont présentes très longtemps, qui sont présentes jusqu'à nos jours. Regardez, 1 million d'années avant Jésus-Christ, Raquel Welch, pareil, dépoitraillée, presque... Enfin, bon, on imagine qu'elle va se faire violer bientôt. Hein. On est vraiment dans la même imagerie préhistorique. Je crois qu'il y a des dinosaures aussi dans ce film, donc c'est un peu... il y a encore plus de fantasmes. Mais voilà, donc on a toujours, et d'ailleurs il y a des films, il y a des tas de films qui s'appellent La femme préhistorique, toute une filmographie pornographique pratiquement hein, de la préhistoire. Pourquoi ? Parce que c'est la sauvagerie, on peut faire n'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez un peu ces espèces de thèmes récurrents. Alors, à côté de ces images un petit peu échevelées et un petit peu non réfléchies, il y a eu aussi des manières de penser qui ont en quelque sorte renchéri dans cette direction de la nature, du comportement instinctif et du déterminisme universel du comportement des femmes et des hommes. Et je pense qu'un exemple de cela très, très parlant, c'est celui de la sociobiologie. Vous savez, le travail de Wilson en 1975, qui essaye de réfléchir les sociétés, non seulement les sociétés animales, mais aussi les sociétés humaines, comme étant déterminées génétiquement dans leur fonctionnement. Et en particulier la sexualité. Et donc, pour Wilson, la sexualité est vraiment au centre. Pourquoi ? Parce que tout ce qui anime les individus, c'est leur nature, ce sont les gènes qu'ils portent, et qui n'ont qu'un objectif, les gènes, c'est de se reproduire. Donc, en quelque sorte, l'individu est une espèce de ruse de la nature pour faire reproduire les gènes. L'ami, l'infidélité, etc., sont des façons d'optimiser les conditions de la reproduction de l'espèce. Après tout, un homme qui viole plusieurs femmes, c'est pour reproduire ses gènes. Donc il y a des livres là-dessus qui presque justifient, biologiquement en quelque sorte, ce genre de pratique. Et donc ce sont des idées qui, je vous donne des exemples un petit peu outrés, mais c'est vers là que ça va. C'est l'idée de réduire à un déterminisme inconscient et biologique la plupart des actes culturels. Voilà un peu l'objectif de la sociologie. Alors la sociologie a été très critiquée, mais elle reste encore active de façon plus ou moins explicite dans ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie évolutionniste, qui continue à parler en termes d'adaptation biologique pour expliquer les comportements humains. Donc si l'objectif de tout individu est de reproduire ses gènes, alors une différence fondamentale dans les comportements masculins et féminins réside dans la différence donc sexuelle des hommes et des femmes. Les hommes ont des gamètes de très petite taille, en très grand nombre, qu'ils peuvent disséminer en grande quantité, à volonté, et en principe sans aucune conséquence pour leur propre investissement personnel. Parce qu'une fois qu'ils ont disséminé leur sperme, ils peuvent aller ailleurs. Et donc, l'enfant n'est pas inscrit dans l'acte même par lequel il est produit. Et donc, l'homme peut aller de femme en femme et se reproduire. Et son but biologique, c'est de se reproduire le plus possible. Bon. Au contraire, la femme possède
des ovules en nombre limité pendant une durée limitée. Et donc la mobilisation, la fécondation, la gestation de ces ovules implique un investissement beaucoup plus lourd en temps, en énergie, en ressources. Et donc tout cela exige un investissement considérable de la part de la femme qui est beaucoup plus concernée, immobilisée par ce rapport à la reproduction. Voilà. Et donc c'est un peu un des scénarios, un des thèmes de la psychologie évolutionniste, où vous expliquez pourquoi les femmes vont choisir des hommes plus vieux pour pouvoir être sûres que leur partenaire restera avec elles, etc. Pourquoi les hommes sont infidèles, parce qu'ils vont disséminer encore une fois leur sperme, etc. Donc il y a tout un comportement biologique, en quelque sorte, qui est supposé à travers ces constructions de la psychologie évolutionniste et de la sociobiologie. Et ce n'est pas des choses anecdotiques, c'est vraiment une production très, très importante, surtout dans les pays anglo-saxons. Et là, je vous ai mis quelques ouvrages sur ces thèmes-là, sur l'évolution de la sexualité humaine, sur la psychologie de la sexualité humaine, pourquoi les hommes sont comme ceci, pourquoi les femmes sont comme cela, etc. Et donc, il y a toute une littérature énorme, surtout dans les pays anglo-saxons, mais qui vient aussi un peu en France, qui vous explique donc ces invariants de la sexualité humaine et ces invariants des rôles féminins et masculins. Donc ces caractères naturels de la reproduction sexuée engendreraient une dissymétrie fondamentale entre hommes et femmes, leur rôle, leur fonction, leur possibilité même de choix, liées aux modalités de la reproduction et de ses caractéristiques chez les êtres humains. Et on retrouve là la nature des femmes et la nature des hommes. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a une critique à mener sur ces thèmes. Donc, comme je vous le disais en commençant, la nécessité de repenser les contextes culturels et sociaux de la reproduction humaine. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je ne vais pas m'étendre énormément parce que, à moins que ça vous intéresse, j'ai beaucoup écrit là-dessus et je vous renvoie au chapitre que j'ai pu écrire, mais je résume un petit peu cette critique. On peut même partir de Darwin lui-même, qui est souvent d'ailleurs une référence de ces auteurs. Darwin, comme vous le savez sans doute, a écrit un très beau livre, un livre très intéressant sur l'évolution humaine, qu'il voulait être son livre sur l'évolution humaine. Et ça s'appelle The Descent of Man, c'est-à-dire la descendance de l'homme, mais plutôt la filiation de l'homme, en rapport avec la sélection sexuelle. Et Darwin a mis ce concept de sélection sexuelle au cœur même de sa pensée de l'évolution humaine. Donc il a mis le sexe, les rapports entre les sexes, au cœur de sa pensée sur l'évolution humaine. Et ça, on ne le sait pas très souvent, on ne le dit pas très souvent. On pense à la sélection naturelle chez Darwin, qui est son concept qu'il avait élaboré de façon magistrale dans l'origine des espèces. Mais cette histoire de sélection sexuelle, on en parle moins, parce que c'est un concept plus difficile, que Darwin d'ailleurs n'a pas toujours très bien maîtrisé, explicité, mais qui est très intéressant. Et que dit Darwin dans ce livre? Il nous explique que chez tous les animaux, y compris les hommes, les animaux sexués, il y a des caractères qui appartiennent de façon particulière à l'homme et de façon particulière à la femme, des caractères physiologiques, biologiques, anatomiques, sans qu'on puisse savoir pourquoi et sans qu'on puisse les référer à la sélection naturelle. Ils ne sont pas forcément utiles. Pourquoi les hommes ont-ils un système pileux avec la barbe, la moustache, par exemple? Pourquoi les femmes, justement, ont-elles une pilosité généralement bien moins répandue? Enfin, elles sont beaucoup plus dénuées de pilosité que les hommes. Voilà. Ça, c'est une question que la sélection naturelle n'explique pas, mais on peut l'expliquer peut-être par ce qu'il appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire les choix qui ont été opérés et par les femmes et par les hommes, choix esthétiques, choix de goût, qui ont été opérés au cours de l'évolution humaine. Et après tout, si les hommes ont une moustache et une barbe, c'est peut-être parce que les femmes trouvaient ça beau. Et si les femmes ont une pilosité bien moins développée que les hommes, c'est peut-être justement parce que les hommes ont choisi des femmes qui étaient plus belles à leurs yeux, sans cette
pilosité. Et donc, il a toute une réflexion sur ses choix. Hein. Et il explique que, alors il parle des oiseaux, il parle des mammifères, il parle des combats que les mammifères mènent pour posséder les femelles, il parle des chants des oiseaux, il parle des plumages, des oiseaux, souvent les oiseaux mâles. Et ce sont souvent les mâles qui sont les plus ornés, hein, et ce sont les femelles qui choisissent. Alors il explique, Darwin, qu'au début de l'humanité, c'était effectivement les femelles qui choisissaient, parce que l'homme et la femme étaient à peu près même stature, même corpulence. Et finalement, à force que les femmes choisissent des hommes de plus en, enfin, qui pouvaient les protéger, qui pouvaient se battre pour elles, etc., eh bien, les hommes sont devenus plus forts, plus costauds, et se sont appropriés, d'une certaine façon, le pouvoir de choisir les femelles. Donc il y a une espèce de renversement qui s'opère et qui se voit, qui se voit encore au cours de l'évolution humaine et aujourd'hui, à savoir cette domination, ce dimorphisme et cette domination de l'homme sur la femme. Alors, Darwin, dans sa démonstration, je ne vais pas vous récapituler tout ça, il faudrait aller vers son livre et le regarder de près. Darwin parle beaucoup de valeurs culturelles et sociales qui sont investies dans cette sélection sexuelle. Ce n'est pas seulement un trait biologique, c'est un trait qui engage aussi les goûts, la culture, la société. Donc Darwin ne pose pas du tout la différence des sexes comme quelque chose de parfaitement naturel, posé d'avance, mais au contraire, il met en avant l'idée qu'il y a toutes sortes de paramètres sociaux, culturels, qui jouent un rôle dans les relations entre les sexes. Bon. Alors, il y a un deuxième point. Bon, je ne développe pas ça, il y aurait énormément à dire, mais on pourra en parler si vous voulez. Mais il y a un deuxième point sur lequel je voulais insister, sur lequel beaucoup d'anthropologues ont récemment insisté, enfin beaucoup, certains anthropologues ont insisté récemment en ce qui concerne l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Les rapports entre les hommes et les femmes. Quelqu'un comme Maurice Gautelier, par exemple, a beaucoup réfléchi sur cette question de la perte des signes visibles de l'œstrus. Alors, qu'est-ce que c'est que la perte des signes visibles de l'œstrus? C'est le fait, en anglais on dit concealed ovulation, l'ovulation cachée. C'est le fait que dans l'espèce humaine, dans le genre humain probablement, et même peut-être dans la famille humaine, les phénomènes de rut, vous savez, le rut, le fait que chez les singes, il y a un moment où la femelle est féconde, donc l'ovulation, et c'est ce moment qu'elle marque par un certain nombre de signes à la fois visuels, les couleurs, olfactifs, des odeurs, et les mâles donc se battent à ce moment-là pour arriver à posséder la femelle. Et la possèdent en fonction de leur... par exemple, chez les chimpanzés, on a étudié ça de façon très, très précise. Et finalement, c'est le mâle dominant qui va copuler avec la femelle au moment de l'ovulation, au moment où l'ovulation est vraiment présente. Et donc, ça se trouve chez les primates, et ça ne se trouve pas dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, l'ovulation n'est pas visible chez les femmes. Pratiquement, elle n'est pas visible. Et donc, il y a évidemment des cycles ovulaires qui sont marqués par les menstruations, mais le moment même de la fécondité n'est pas visible. Et ça, c'est un caractère qui est très particulier à l'humanité. Et cette perte du rythme de l'œstrus, on a beaucoup réfléchi à sa nature, à ses raisons et à ses conséquences. Alors, une des hypothèses qui me paraît assez plausible pour expliquer ce phénomène, c'est la bipédie. En effet, à partir du moment où on se tient sur ses deux pieds, eh bien, tous ces signes qui étaient perceptibles au mâle, ça veut dire la turgescence de la vulve, les odeurs, etc., sont cachés sous le corps. Et donc, si on ramène la perte des signes visibles de l'œstrus à la bipédie, ça nous ramène très 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 loin dans l'histoire humaine, puisque la bipédie définit en quelque sorte la famille humaine.
Donc, on peut imaginer que cette perte, cette concealed ovulation, cette ovulation cachée, elle est consubstantielle à l'existence humaine elle-même. Et donc, que disent les anthropologues autour de cela? Et ils disent que le fait que l'ovulation est cachée a eu d'énormes conséquences pour la sexualité humaine et pour les rapports entre les sexes. Par exemple, le fait que, n'étant pas visible, la fertilité n'étant pas visible, l'ovulation n'étant pas visible, eh bien, les relations sexuelles ont lieu tout le temps, peuvent avoir lieu tout le temps. Et il y a donc une permanence de la sexualité humaine qui existe encore aujourd'hui et qui est en rapport justement à cette absence de moment particulier qui serait privilégié. Sur le corps féminin apparaissent d'autres lieux d'attirance, d'intérêt. Et donc, on peut imaginer, le corps féminin trouve à d'autres lieux érotiques, en quelque sorte, comme les seins, les fesses, etc. Enfin, il y a tout un remodèlement du corps féminin et un remodèlement aussi du désir. On n'est plus dans la femelle fécondée sur place, mais on est dans un désir qui passe par d'autres voies que la simple satisfaction sexuelle, mais qui passe aussi par l'imagination, par tout un tas de médiations qui constituent le désir. Les psychanalystes vous expliquent ça très bien. Le désir, ce n'est pas l'immédiateté de l'assouvissement, c'est un processus complexe, triangulaire pour eux, plusieurs sujets qui sont et plusieurs objets qui sont en cause dans le désir. Et donc remaniement de l'imaginaire humain, remaniement du corps, et remaniement aussi du social. Alors, ce qu'explique Godelier, il a à la fin de son livre qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté », tout un chapitre où il présente une espèce de scénario, et il explique que si la sexualité était possible tout le temps, partout, toujours, avec tous, il est possible que c'est ce moment-là qui a pu être ressenti comme le moment où on a eu besoin de règles, on a eu besoin de normes. Et au fond, face à cette omniprésence et omnipossibilité de la sexualité, eh bien, les sociétés humaines ont normé leur comportement sexuel, ont normé leur forme de parenté. Et donc, on peut voir là, alors bon, j'ai dit qu'on ne parlait pas d'origine, mais on peut voir là une sorte de matrice, en quelque sorte, du comportement social humain, puisque Lévi-Strauss nous explique très bien que ce sont les règles de parenté qui sont, au fondement de toute société humaine, et très diverses. Ce n'est pas toujours la même règle. Ce sont des constructions extrêmement inventives et extrêmement diverses dans toutes les sociétés du monde. Et donc, on peut mettre un peu en rapport donc, cette physiologie féminine et cette particularité de la sexualité humaine avec ce pouvoir des règles, avec cette constitution même de la société humaine. Et vous voyez que si on part de la bipédie, on peut reculer très très loin cette affaire de constitution normée des sociétés humaines. Donc c'est une construction qui me paraît plutôt intéressante et en fait qui va beaucoup plus loin que l'idée simplement qu'on ait agi par des gènes et qu'on assouvit une sexualité de toutes les manières possibles, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, nous savons très bien que la sexualité n'est pas le pur assouvissement même pas du désir, mais de la pulsion. Alors, d'autres... j'ai un peu peur de parler... Finalement, je vais vous présenter que mon introduction, et puis on discutera après, si vous voulez, parce que je n'aurai pas le temps de présenter beaucoup de détails. Alors, il y a d'autres constructions qui ont été proposées. En particulier, récemment, une anthropologue qui s'appelle Priscille Touraille, dont vous avez peut-être lu les travaux, a fait une thèse qui a été publiée en 2007, où elle explique
que le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence de taille entre les hommes et les femmes, n'est pas une donnée de la nature. Au contraire, explique-t-elle, idéalement, enfin la taille des hommes et des femmes devrait être identique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve au Paléolithique. Les hommes et les femmes ont une taille à peu près similaire. Et selon elle, cette acquisition du dimorphisme sexuel, parce que le dimorphisme sexuel est acquis, est une résultante d'une part d'une sélection probablement par les hommes de femmes plus fragiles, plus fines, par goût, mais aussi par volonté de domination, et aussi, dit-elle, par ce qu'elle appelle une contre-sélection, le fait que les femmes ont très souvent, et surtout à partir des sociétés néolithiques, été sous-nourries, souvent maltraitées, et ont reçu des traitements qui ne favorisaient pas physiquement leur épanouissement, et qui, par conséquent, rendaient leur grossesse et leur accouchement beaucoup plus difficiles et même périlleux. Et donc, elle explique qu'au fond, ce dimorphisme sexuel et cette douleur de l'accouchement, damnation des femmes, hein, la difficulté même d'enfanter, sont des acquis sociaux, ne sont pas des données de la nature, mais sont des caractères qui ont peut-être été acquis au cours d'une histoire difficile des femmes et de leur relation avec les hommes. Vous voyez, là, on n'est plus dans la nature, encore une fois, mais on est dans une construction de ces catégories sexuelles. Donc, vous voyez, je donne ici quelques exemples pour vous expliquer que ces caractéristiques prétendument naturelles de la sexualité humaine sont en rapport avec des constructions sociales. Bon. Alors, on peut aller plus loin et on peut dire, avec Lévi-Strauss en particulier, que la famille est une spécificité humaine. Je vous lis cette phrase de Maurice Godelier qui va dans le même sens que Lévi-Strauss. Une différence fondamentale entre les hommes et leurs ancêtres, d'une part, et les primates les plus proches, chimpanzés et bonobos, de l'autre, est que l'élevage des enfants humains n'est plus à la charge des seules femmes et que les unités de procréation et d'élevage des enfants comportent de façon générale la coprésence d'hommes et de femmes adultes. Ce qui est fondamental et nouveau ici, c'est que des adultes des deux sexes en sont venus à coopérer dans l'établissement et le maintien d'un groupe social où des enfants naissent et sont élevés, bref, d'une famille. Et ce que dit Lévi-Strauss, ce que dit Godelier, c'est qu'au fond, ce qui différencie aussi l'homme et ses ancêtres des singes et de leurs ancêtres, hein, c'est le groupe, c'est la famille. Lorsque Jean-Jacques Hublin est venu parler ici il y a quelque temps, il a aussi présenté cette idée. Je me souviens, il avait mis une belle famille avec des grands-parents, des parents, etc. Et il avait dit que c'était certainement une des spécificités humaines, toute cette convergence de beaucoup d'adultes ou de subadultes hein, autour de l'enfant particulier. Hein. Pourquoi ? Parce que l'enfant humain naît inachevé. Hein. Et donc, cet inachèvement même exige des soins que ne donne pas seulement la mère, mais que donne aussi le père, que donne aussi la grand-mère. Alors, bon, il y a toute une réflexion sur l'invention des grands-mères. Vous savez que la grand-mère est aussi un trait particulier à l'humanité, hein, le fait que les femmes vivent au-delà de leur période de fécondité. Hein. Et pourquoi vivent-elles au-delà de leur période de fécondité ? Probablement parce qu'il y a eu une utilité de ces femmes ménopausées, mais qui avaient encore toutes leurs capacités, toutes les autres capacités à s'occuper d'enfants, à s'occuper de tâches qui permettaient de libérer la mère pour d'autres activités. Et donc, le rôle du groupe familial, la mère, le père, le grand-père, la fratrie, la famille au sens large, avec toutes les règles qui sont posées pour la structuration de ce groupe, mais aussi la structuration du groupe par rapport aux autres familles. C'est un trait qui est lié à
aux particularités du groupe social humain et en rapport avec la nature même de l'enfant. L'enfant est inachevé. Pourquoi est-il inachevé, l'enfant? Quand il naît, il ne peut pas se tenir la tête, il ne peut pas parler, il ne peut pas subvenir à ses besoins, il est complètement dépendant. Mais ça aussi, c'est une des conséquences probablement du remaniement de la stature humaine. Le fait que les femmes accouchent avec un bassin relativement étroit fait qu'elles ne peuvent pas donner naissance à un enfant avec un gros cerveau déjà complètement fini, complètement élaboré. Et donc l'enfant finit en quelque sorte sa gestation, finit sa croissance en dehors du sein maternel. Et c'est à la fois une charge, mais c'est aussi une chance, parce que la plasticité, enfin là je reviens sur des choses qui ont été dites par Jean-Jacques Lublin quand il a parlé d'évolution humaine, la plasticité du cerveau, qui est le propre donc, de l'enfant, permet toute une ouverture à des apprentissages, à l'apprentissage non seulement des techniques, mais aussi des règles du groupe et la transmission des valeurs, des savoirs propres à ces groupes. Et donc on a là tout un ensemble de caractères qui peuvent expliquer donc que l'homme est constitué en société, et que cette différence des sexes, elle fait partie de façon intrinsèque de ces sociétés humaines depuis très tôt dans leur histoire. Bon. Alors, la limitation des naissances, bon, j'ai mis ce point ici parce que je voulais donner aussi un exemple. Quand on a vu l'image tout à l'heure de cette femme entourée de plein d'enfants, comme une image des chasseurs-cueilleurs de l'âge du renne, ce qu'on appelait à l'époque l'âge du renne, c'est-à-dire le paléolithique supérieur, bien, c'est une image complètement irréaliste. On sait, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, on sait que les femmes ne peuvent pas avoir plusieurs enfants à la fois. Ce sont des groupes nomades, les gens se déplacent, et les femmes portent de lourdes charges souvent, et leurs enfants, et leurs enfants. Et donc, elles essayent vraiment très sérieusement d'espacer ces naissances. Et on sait que, par exemple, chez les Bushmen d'Afrique du Sud, eh bien, il y a un enfant tous les 4 ans qui naît, pas plus. Et que les femmes pratiquent des formes de contrôle de naissance, des techniques du contrôle des naissances. Et en particulier, elles savent que l'aménorrhée de lactation existe, c'est-à-dire le fait que si on allaite un enfant, on a de fortes chances de ne pas avoir d'ovulation et donc de ne pas avoir de grossesse. Donc c'est certainement une des techniques qui était utilisée, mais il y en avait certainement d'autres, des pratiques abortives, mécaniques ou à l'aide de plantes, parce qu'il y avait une connaissance des plantes assez sophistiquée probablement dans ces groupes, et même des pratiques d'infanticide dont on sait qu'elles existent dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Encore une fois, un point qui n'est pas simplement qui n'est pas en droit fil de la nature, le comportement humain face à la reproduction, mais qui, au contraire, montre qu'il y a des façons de moduler ce rapport à la reproduction et de le déterminer. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a appris de façon beaucoup plus sophistiquée à contrôler les naissances, etc., mais il ne faut pas croire que les sociétés préhistoriques n'étaient pas en mesure de contrôler d'une certaine façon ces naissances. Voilà. Donc, je vous ai donné un peu en vrac tous ces exemples pour montrer qu'il y a une sociabilité, en quelque sorte, une existence sociale de la différence des sexes et des pratiques autour de la sexualité et de la reproduction. Et comme le dit Marshall Salins dans un petit livre justement où il critique la sociobiologie, entre les instincts sexuels et les comportements sociaux, il y a un gouffre, c'est la culture, ce sont les règles de la société. Toute activité sexuelle reproductive est prise en charge par le groupe social et se trouve investie de règles, de normes qui définissent les rôles masculins et féminins et leurs rapports dans la famille, le travail, les représentations symboliques et les différentes pratiques. Alors Françoise Héritier, qui est une ethnologue très connue aujourd'hui, qui a beaucoup réfléchi sur les rapports entre le masculin et le féminin, a proposé un concept
c'est la valence différentielle des sexes. La valence différentielle des sexes, ça veut dire qu'il y a une différence des sexes, hein, ce qu'on appelle donc les rapports de genre en quelque sorte, mais que cette différence des sexes est généralement vécue sur le mode de la hiérarchie et au profit des hommes. Son idée est que cette dominance, la domination masculine est universelle, qu'il n'y a pas donc d'égalité possible, comme le disait Margaret Mead, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle s'appuie d'abord sur ses propres travaux, hein, où elle a étudié les sociétés africaines, et elle a étudié non seulement leurs mythes, mais aussi leur réalité vécue. Et puis elle s'appuie aussi sur les propos de Lévi-Strauss, hein, qui pose l'échange des femmes comme une pratique fondamentale, enfin l'exogamie, hein, comme une pratique fondamentale dans toutes les sociétés humaines. Bon, on a des réflexions critiques autour de ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît aucune société matriarcale aujourd'hui, bien qu'on en ait parlé. Le matriarcat, dont on a beaucoup parlé dans l'anthropologie du XIXe siècle et même du début du XXe siècle, dans certains cas, en Russie par exemple, est plutôt un mythe qu'une réalité. Et donc, cette idée d'une domination féminine, elle semble plutôt mythique. Même certaines sociétés, quand Godelier parle des barouillas, il raconte que les barouillas, qui sont une société très, très machiste, où les hommes vraiment veulent à toute force montrer que c'est eux qui ont tout fait, y compris les enfants, enfin, qui ont créé le monde, etc. Et les barouillas disent que dans leur mythologie, il y a l'idée que les femmes avaient le pouvoir avant, mais qu'elles étaient tellement nulles qu'elles l'ont perdu, et que c'est aux hommes de le reprendre et de les empêcher de faire quoi que ce soit qui ressemble à une prise de pouvoir. Et donc, voilà, donc si on pense que le matriarcat n'existe nulle part, on peut imaginer que cette idée de valence différentielle des sexes a une certaine plausibilité, même si elle doit être quand même modulée. Et je pense que si on regarde un peu les sociétés de la préhistoire, et même les sociétés actuelles, mais les sociétés actuelles ont un peu transformé certaines choses, et en particulier les rapports à la reproduction, il y a, disons qu'il faut nuancer cette idée d'une domination. Et il y a eu certainement des sociétés au cours de la préhistoire humaine qui étaient plus égalitaires que d'autres. Et on pense en particulier que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et c'est encore le cas aujourd'hui dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui existent, eh bien, les rapports entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus égalitaires, en tout cas en ce qui concerne les pratiques, la recherche de la subsistance et l'accès à la subsistance. Maintenant qu'il y ait au niveau symbolique, au niveau même du langage, par lequel on désigne certaines pratiques féminines, une dévalorisation ou même une violence symbolique, c'est possible. Mais en tout cas, on sait que les sociétés paléolithiques étaient certainement, celles des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, étaient certainement plus égalitaires que celles qui ont suivi, en particulier au néolithique. Voilà. Alors, voilà, et il ne faut pas éluder de la réflexion sur les rapports entre les sexes cette notion de domination masculine. Bon, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais on a parfois essayé de montrer que les femmes, au cours de la préhistoire, avaient des rôles importants, des rôles créatifs, des capacités techniques et même artistiques, etc. Mais il ne faut pas oublier que, dans beaucoup de cas, les femmes aussi avaient à subir une certaine hiérarchie et peut-être une certaine violence.